Salut à tous, heureux de vous retrouver, bienvenue parmi nous. Alors, il faut bien dire que dans un quotidien quand même pas facile par les temps qui courent, c'est assez complexe avec toutes ces histoires de passe sanitaire. Il y en a un qui s'en sort pas trop mal, c'est le cinéma, qui reprend un petit peu de vigueur, figurez-vous. Les films sortent, les salles tournent, le public est content, et c'est bien là l'essentiel. Mine de rien, l'année 2021 est déjà presque terminée, et le numéro, l'émission d'aujourd'hui, va être en grande partie consacrée, comme vous le voyez derrière moi, à Yves Montand à l'occasion du centenaire de sa naissance. Nous allons également boucler le dossier sur les affiches de films que nous avions entamé le mois dernier. Et puis à la fin de l'émission, je vous donnerai une foule d'idées de cadeaux de Noël autour du cinéma. Tout cela, c'est dans votre Pop Cinoche numéro 25. Ça n'est pas un secret, vous êtes au courant, dans Pop Cinoche, nous aimons les affiches de films et nous les décryptons depuis le premier numéro d'ailleurs, tous les mois, pour vous en faire connaître tous les secrets. Le mois dernier, en revanche, on avait décidé alors là de lâcher les chevaux, de tout vous dire sur les pliages, les papiers, les époques, etc. D'ailleurs, merci encore parce que visiblement cette séquence a plu à beaucoup d'entre vous. Il y a eu des commentaires extrêmement sympas. Si d'ailleurs vous n'avez pas vu cette séquence en question, n'hésitez pas, vous allez sur YouTube, elle existe en éléments séparés. Mais en revanche, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que certains d'entre vous soient particulièrement connaisseurs et m'écrivent des commentaires en disant « Mon cher Vincent, très bien, mais vous n'avez pas parlé d'une telle, vous n'avez pas parlé de tel format. » Moi, je pensais qu'on avait déjà bien cerné le sujet. Alors, vous voulez qu'on aille à fond dans les tailles d'affiches de films? Ok, pas de souci. Je vais donc répondre à Jean Renaud, qui est un de nos grands fidèles, et qui m'a dit « Mais Vincent, l'affiche bus, le pantalon horizontal, vous n'en avez pas parlé. » Il a raison. Vous en voyez régulièrement sur les côtés des bus, il y a des affiches, et c'est vrai, j'en avais pas parlé. Alors je vais vous en montrer une, c'est ça. Celle-ci, elle est particulièrement belle, les amis. C'est un côté de bus original du Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, avec Yves Montand, Bourvil et Alain Delon. Voilà, alors ça, ce sont évidemment des affiches qui sont extrêmement difficiles à trouver parce qu'elles sont collées la plupart du temps sur les côtés des bus, ce qui veut dire qu'elles sont ensuite arrachées. C'est pour ça qu'on en trouve très très peu dans le circuit commercial. Ce sont toujours des collectors et des raretés. Mais puisqu'on est dans les bus, vous avez les flancs des bus, mais il y a aussi ce qu'on appelle les culs de bus. Je vous assure que ça s'appelle comme ça, les culs de bus. Regardez, j'en ai 3 à vous montrer ici. Alors, ce qu'on appelle le cul de bus, c'est une affiche plutôt rectangulaire, pas tout à fait carrée, légèrement rectangulaire, qui est donc destinée à être à l'arrière du bus. Vous êtes en voiture et puis vous voyez l'affiche quand on est dans les embouteillages. Donc puisque nous sommes aujourd'hui très branchés Yves Montand aujourd'hui, regardez ce magnifique cul de bus de Jean de Florette avec Yves Montand. Seulement vous voyez, quand on est ultra collector, on a envie d'avoir l'affiche avec Yves Montand, mais on veut aussi avoir celle avec Gérard Depardieu, forcément. On veut aussi avoir celle avec Daniel Auteuil. C'est ce qu'on appelle les déclinaisons dans le jargon. C'est-à-dire que quand on a de grandes stars sur les gros films, eh bien il n'y a pas une affiche, il y a des affiches déclinées en fonction de l'ensemble des comédiens, surtout quand il s'agit d'un film choral. Et quand on a la totalité, eh bien vous avez des collectionneurs heureux. Non seulement ça existe sur les affiches des bus, mais également sur les pantalons. Regardez ça par exemple, ça aussi c'est Jean de Florette. Eh bien on est content quand on a Yves Montand, quand on a Daniel Auteuil et quand on a également Gérard Depardieu. Voilà, quand on a la totale, forcément ça fait des collectionneurs heureux. Alors maintenant, autre chose. J'ai eu également un commentaire qui émanait de Sagaillarache d'Elguste, qui est un de nos fidèles aussi, qui suit régulièrement, et qui me disait « Vous n'avez pas parlé des affiches à l'italienne ». C'est vrai, les affiches à l'italienne, ce sont justement, alors ça ressemble un peu au cul de bus, ce sont des affiches rectangulaires. C'est-à-dire que sur certains gros films, et les cinémas étaient équipés de ça à l'époque, surtout dans les années 90, 2000, c'est-à-dire que, regardez, tout d'un coup, au lieu d'être ce qu'on appelait la petite mais verticale en 60 par 80 ou en 40 par 60, on avait de temps en temps des affiches rectangulaires. Et alors ça, mes amis, quand vous en trouvez, vous les mettez dans un cadre sur un mur, ça a une gueule incroyable parce qu'on est dans le format d'un tableau et c'est vrai que les affiches dites à l'italienne,
Il en était fabriqué beaucoup moins, mais on en voit de temps en temps en circulation, c'était pas mal. Et puis alors, un autre abonné de Popsinoche, mais je n'ai pas réussi à retrouver son nom, mais il se reconnaîtra, m'a dit qu'il y avait aussi les photos grand format. Je vous avais parlé des photos d'exploitation, les petites photos d'Indiana Jones qui sont super. Il y a aussi, c'est vrai, j'avais oublié de vous en parler, non mais je fais amende honorable, hein, ce qu'on appelle carrément là cette fois des posters pour les gros films. En plus, ça venait pas remplacer, hein, c'était en plus des photos d'exploitation, on avait des magnifiques photos comme celle-ci. Alors là, c'est Indochine, le film de Régis Varnier, vous voyez. Et tout d'un coup, il faut bien reconnaître, tiens, je l'ai en double celle-là, il faut bien reconnaître que les grandes belles scènes avec Catherine Deneuve ou avec Vincent Pérez, eh ben, sur des photos comme ça, vous voyez que ça, comme on dit, ça a de la gueule. Donc là, il s'agit de posters. Ah ben tenez, regardez, c'est beau hein, ça quand même. Donc là aussi, quand on a la chance d'en avoir, moi j'en ai pas des tonnes, mais parce qu'on n'en imprimait pas tant que ça. Mais voilà, sur les grosses productions, il y avait également les photos qu'on appelle comme ça des posters. Bon, je crois que cette fois, on a vu les culs de bus, on a vu les affiches horizontales, on a vu les affiches à l'italienne, les photos grand format et les déclinaisons. Il me semble que là, on a vraiment bouclé la boucle sur tous les formats possibles, imaginables, de papier, des affiches de cinéma. Et maintenant, puisque nous sommes dans l'univers de Yves Montand, à l'heure à laquelle je vous parle, à l'occasion du centenaire, eh bien, nous allons entrer un petit peu plus en profondeur dans ce livre signé Carole Amiel, la dernière compagne durant les 10 dernières années de la vie de Yves Montand. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous ici sur le plateau de Popsinoche. Les amis, cette date est importante, 13 octobre 1921 jusqu'à 2021, ça fait 100 ans, c'est la date de naissance de Yves Montand. Nous fêtons, je vous en ai parlé depuis le début de cette émission, le centenaire de la naissance d'Yves Montand et c'est un plaisir et un honneur de vous avoir avec nous, Carole Amiel, pour parler de celui qui a partagé votre vie durant les dernières années de la sienne. Absolument, c'est bien merci ça. de votre accueil. Eh bien, c'est à l'occasion évidemment de cet événement et de la parution de ce très bel album Yves Montand, La force du destin. C'est une collaboration avec Luc Lariba qui vous a accompagné durant toute la gestation et l'écriture de cet ouvrage. Oui, c'est déjà Luc qui a eu l'idée de cet album parce que si vous voulez, j'avais déjà fait un beau livre. Mais l'idée, et je dirais le principe qui était le plus intéressant, c'était de mettre une grande partie, enfin de faire la grande part aux interviews dans cet ouvrage. Ouais, alors nous allons revenir sur ce livre, mais moi j'ai été très agréablement surpris de voir que ce centenaire est relayé à travers de nombreux événements, des projections, des éditions, on va en parler. J'imagine que rien ne peut vous faire plus plaisir que de vous rendre compte que des années après le départ d'Yves Montand, il est toujours très présent dans le cœur des Français et dans les médias. Ça me rend vraiment très joyeuse. Tous ces hommages m'ont rendue vraiment joyeuse dans le sens où c'est important parce que d'abord je trouve qu'il le mérite vraiment. Et puis souvent ça a été initié par des personnes, je dirais, qui sont jeunes. Alors je pense à Luc Lariba, je pense aussi à Yves Geland qui a fait ce magnifique documentaire. C'est vrai. L'intégrale. Et puis d'autres événements qui ont eu lieu et qui, voilà, l'intégrale qui est sorti chez Universal. 12 CD, hein, quand 12 même. CD, dont Vincent Perrault, Xavier Perrault, pardon, est quelqu'un de jeune également, et il s'est occupé du produit, de la fabrication de ces 12 CD, de cet hommage, de cette intégrale. Et puis, des projections de films également, la Cinémathèque. La Cinémathèque, qui tout le mois de décembre représente, je pense, au minimum une vingtaine de films, et pas des moindres. C'est jusqu'au 20 décembre, donc ça peut concerner beaucoup de ceux qui nous regardent en ce moment. Absolument. Tout ça, vraiment, ça me rend joyeuse parce que je trouve que c'est un homme qui le mérite. Justement, Carole, comment est-ce que vous expliquez, après tout ce temps et avec le recul, une telle longévité? Là, Montand est toujours très présent dans l'ambiance cinématographique. Je pense que Montand est très présent parce qu'il faisait partie de la vie des gens. Il représente, si vous voulez, sa vie, son histoire personnelle et vraiment fait un parallèle avec complètement l'histoire du siècle dernier. Donc il y a beaucoup de gens qui effectivement l'ont aimé comme si c'était un membre de leur famille. Et du coup, lorsqu'il est parti, les gens ont eu énormément de chagrin, mais c'est pas pour autant qu'ils l'ont oublié. Et
et au regard de certains anniversaires, ils sont heureux de le redécouvrir. Oui. On revient à votre livre et c'est une des formidables richesses, c'est l'iconographie et le côté image intime, les collections personnelles de Costa, les vôtres ou celles de votre fils Valentin. Et il y a notamment une photo là où ils sont à table avec Costa Gavras en train de rire tous les deux, on voit la complicité. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans le sud, oui. Non, est-ce que c'est pas aussi un des atouts majeurs de votre livre que de nous montrer des choses qu'on n'avait pas déjà vues ailleurs? Ah ben absolument, oui, absolument. Il y a des choses que, oui, on a été chercher un peu plus loin, on a puisé un petit peu plus large, et effectivement, ça donne des documents qu'on n'avait jamais vus. Oui, ça c'est vrai. Nous parlions de la chanson et de la radio tout à l'heure. C'est vrai que peut-être on entend un peu moins Montand sur les ondes. Et n'est-ce pas là la force du cinéma quand même? Est-ce que la sauvegarde de son image et de sa mémoire ne tient pas beaucoup dans les grandes réussites cinématographiques? Ah oui, je suis absolument d'accord avec vous. Oui. C'était un grand chanteur, mais Montand, c'était un one-man show, avant qu'on utilise ce mot pour d'autres raisons. C'est-à-dire que chaque chanson est une scénette. C'est un petit film qu'il mettait en scène. C'était rare qu'il chante avec simplement le micro. C'était très rare dans son récital, à proprement parler. Donc, si vous voulez, peut-être que c'est à ce niveau-là, peut-être que ça a perdu de son intérêt. Parce que par exemple, quand on entend une demoiselle sur une balançoire, alors si vous l'entendez, c'est très joli, mais au bout d'un moment, c'est un petit peu redondant, si je puis dire. Or, si vous voyez Montand sur scène suivre la jeune fille sur la balançoire, ça prend une autre dimension. Évidemment. Et ça, malheureusement, à la radio, sans image, on ne peut pas la voir. Alors que le cinéma, lui, a gardé toute la force, les interprétations qu'il a pu faire des personnages qu'il nous a livrés. Oui. Il y a une chose, vous savez, Carole, qui est extrêmement frappante dans le livre que vous avez fait avec Luc, dans les magnifiques portraits que je vois ici et qui sont relayés à l'image pendant que nous en parlons. C'est, comment dire, l'incroyable intemporalité physique de Yves Montand. C'est-à-dire qu'il y a des photos qui ont 60 ans, 70 ans, son allure, sa silhouette, sa modernité vestimentaire, faut que franchement, ça n'a pas vieilli une minute. C'est vrai, mais parce que Montand considérait qu'être à la mode ferait qu'un jour vous seriez passé de mode, si je puis dire. Déjà démodé presque. Voilà, alors qu'il avait toujours une façon de s'habiller assez classique qui faisait que justement vous passez dans le temps. Vous n'êtes jamais, démodé quelque part. Regardez, une veste, une cravate. Ah oui, mais il a toujours. chemise. En plus, il était toujours très élégant parce que c'était un Italien. Il aimait toujours être très bien habillé. Les petits gilets par-dessus. Oui, mais même à Saint-Paul, quand il jouait aux boules, on ne voyait que lui. Alors, on voyait que lui, on voyait pas tout de suite que c'était Montand, mais on voyait, tiens, qu'est-ce que c'est que ce grand monsieur fort bien habillé, alors, ou tout en blanc avec des petits gilets ravissants, ou bien noir et blanc comme là, vous venez de montrer avec Jacques Chancel. Il a toujours été, oui, extrêmement élégant. Oui. Nous parlons de photos, Carole. Je voudrais vous en montrer quelques-unes. Et j'aimerais bien que, en juste quelques phrases, vous me disiez quel est le Yves Montand que vous reconnaissez dans ces photos-là. Vous voulez bien Avec plaisir. Essayer de décrypter le visage. D'accord. Alors, ça c'est une photo issue du Choix des armes Oui. d'Alain Corneau. Ah ben là, c'est le Montand fermé, le Montand... le Montand, d'ailleurs, on voit, il a un revolver à la main. Il sait qu'il va être obligé de s'impliquer alors qu'il ne le voulait pas, parce que c'est un film extraordinaire. Magnifique. Le Choix des armes. Et est-ce que dans la vie de tous les jours, vous l'avez vu aussi de temps en temps, fermé comme ça? Il était comme ça quand il prenait le métro, quand il voulait m'emmener aux Champs-Élysées. Ah bon? Il dit, bon, on va aller aux Champs-Élysées voir ce film, d'accord. Il y a que 3 stations, on prend le métro. Je dis, attends, je suis pas garde du corps, qu'est-ce qui va se passer? Et donc il avait à l'époque cette fameuse casquette du Choix des armes. Il avait ce visage fermé, il tenait la barre. Alors du coup, les gens regardaient, ils se disaient, c'est marrant, il ressemble à Montand. Mais il n'osait pas parce qu'il avait exactement ça me fait vraiment penser à ça. Ah oui. Et puis quand il savait qu'il était presque arrivé, que le métro s'arrêtait, alors là il reprenait, il disait bonjour à tout le monde et hop, les portes se fermaient, il sortait, c'était terminé. Ah, j'ai dit bravo, hein. Alors là, j'étais très... Il redevenait Yves Montand. Voilà. Ah oui, c'est drôle. Alors, a fortiori, je suis sûr que vous allez adorer celle-ci. Ah ben c'est 3 places. 3 places pour le 26. C'est le côté coquin, le côté charmant, charmeur de Montand, oui, bien sûr. Et quand même... Avec la casquette. La casquette, oui. Le gamin, alors de Marseille, ok, mais le gamin de Paris, un oui, petit peu. Oui, c'est ça, avec une casquette un peu Gavroche. grande d'ailleurs pour lui, je trouve. Mais oui, absolument. Mais ça, c'est le visage quand il faisait une bêtise. Et c'est exactement le visage qu'il avait, parce qu'il était très. Enfin, il faisait rire, hein, il était très drôle dans la vie. Donc oui, il avait ce côté coquin quand il avait fait
Il n'y a pas un côté terriblement enfantin aussi? Complètement. Là, hein? Mais il a gardé une sorte, oui, de candeur, de fraîcheur, et un côté enfantin toute sa vie. D'ailleurs, ça revient beaucoup dans le livre, à travers les interviews des uns et des autres. Et j'ai bien sûr aussi pu le constater. Oui. Et quand vous voyez celle-ci? Ah ben ça, c'est tout ce qu'il aime. C'est tout ce qu'il aimait, la danse, le spectacle, le show, le smoking, le show. La canne. Je crois que si vous voyez cette photo aujourd'hui, voilà, lui il adorait Fred Astaire, c'est Fred Astaire qui lui a donné envie de devenir comédien, donc voilà, c'est tout ça, tout ce qu'il a aimé. C'est un des symboles de la vie d'Yves Montand. Ah oui, c'est ce pourquoi il est devenu comédien. C'est-à-dire quand il allait dans son petit cinéma l'Idéal à Marseille, quand il était pauvre, avec le maigre argent qu'il avait, voilà, il rêvait de devenir un jour comme ces gens-là qu'il voyait, comme Sid Charisse, Fred Astaire, Ginger Rogers. Et il a réalisé son rêve. Et il a réalisé. Et est-ce qu'il vous en parlait de temps en temps du fait que de là où il venait, il a réussi à réaliser à peu près tous ses rêves, une carrière internationale, Marilyn Monroe dans les bras, adulé sur scène, vedette incontestable à l'écran. Vraiment, il avait le recul pour réaliser la carrière, le parcours incroyable qu'il avait fait. Je pense qu'il avait le recul, mais en même temps, c'était le présent et le futur qui l'intéressaient. Donc il revenait pas souvent sur le passé. Le passé, il y revenait quand, si vous voulez, au gré d'une question que je pouvais lui poser, voyez. Ouais. Alors là, très généreusement et gentiment, il répondait à la fois sur Marilyn ou sur Piaf. Mais sinon, non, lui, c'était le futur qui l'intéressait. Oui. Toujours en mouvement. Toujours en mouvement, il fallait toujours continuer. Et alors, moi, j'ai une passion pour cette photo-là, parce que je trouve qu'arriver à obtenir un visage comme celui-ci... Le papé, oui. Là, il se passe quand même quelque chose émotionnellement très fort. Ah oui, très très forte. Ben oui, c'est tout le malheur du papé, le malheur qu'il a créé. Quand vous voyez cette photo, vous avez des images de l'homme que vous avez connu aussi, oui, pas au quotidien. Même si là, dans le papé, si vous voulez, au départ, il ne voulait pas le faire parce qu'il ne voulait pas se vieillir. Et donc, si vous voulez, il n'a pas envie de se vieillir, et c'est Claude Berry qui lui a fait faire des essais avec Coluche, et qui l'a piégé d'une certaine façon, parce que quand il a vu ce visage, il a dit, bah oui, c'est fait pour moi, quoi. Puis c'était le retour aux racines. Il n'y avait pas un petit côté coquet? Bien sûr. Oui. Ah, mais bien sûr, mais évidemment. Non, je ne vais pas me vieillir. Et non, il avait fêté ses 60 ans justement à l'Olympia. Sur scène, donc si vous avez 60 ans, peut-être qu'on n'a pas envie d'appuyer sur l'accélérateur forcément. Oui, c'est ça. Mais le rôle était tellement gigantesque. Galinette. Je te baptise le roi des œillets, hein, c'est ça? Oui. Et là, regardez, on retrouve presque le montant du diable par la queue, ou dans une attitude comme celle-ci. C'est la même veine, oui, absolument. Très belle, ouais. Ça me fait penser évidemment au côté perfectionniste. Tout le monde, quand on a approché Montand, tout le monde dit « mais quel travailleur, mais quel infatigable perfectionnisme ». Comment ça pouvait se traduire dans ce que vous avez, vu? Mais parce que pour lui, rien n'était acquis, et que même si on imaginait qu'il chantait, il connaissait les feuilles mortes, ça faisait 40 ans qu'il les chantait, ou voire plus, je veux dire que voilà, il fallait répéter, il fallait que tout soit... C'était sa façon d'être. Montand, c'était pas quelqu'un qui pouvait instinctivement improviser sur scène. Donc en fait, tout est calculé, précis, méthodique, professionnel. C'est professionnel, et je crois que c'est sa façon de fonctionner. Je pense qu'il n'y a que quand il sait que tout est bien en place, que s'il arrive quelque chose, une petite cata, comme un film qui ne part pas, comme le Télégramme, comme c'est arrivé 1 ou 2 fois, eh ben, il est à la hauteur, il sait très bien reprendre les choses en main et faire ce qu'il faut. Je pense qu'il a besoin de ça. Chacun est comme il est. Hein. Et là, ces répétitions à la maison? J'adore cette photo. Là, ces répétitions à la maison, oui, absolument, oui. Oui, on l'entendait, il était dans sa chambre, il mettait son magnétophone et il répétait déjà pour Bercy. Et sur les plateaux de cinéma, c'était ça également, parce qu'une fois que le rôle est appris ou que les répliques sont apprises pour les prises du jour, il y a toujours cette envie d'aller plus loin, les discussions avec le metteur en scène. Vous l'avez vu travailler sur les plateaux? Oui, je pense, et puis en plus, il était, si vous voulez, il arrivait à être vraiment dans son personnage complètement. Oui. Mais c'était sa façon d'être. Puis je crois que la fin d'un film, c'est aussi, c'est comme un peu la fin d'une petite histoire d'amour, entre guillemets. Parce que c'est vrai que vous vivez avec un certain nombre de personnes pendant un certain nombre de semaines, voire de mois. Et puis du jour au lendemain, ben, vous ne voyez plus personne. Et moi, je sais, il m'avait dit que ça avait été très dur après Le Sauvage. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même insupportable dans le film. Hein. Oui. Elle est vraiment insupportable. Oui. Mais il dit, c'est quand même ma femme. Et quand il est revenu à Paris, il dit, c'est quand même fou qu'elle ne m'appelle pas. Il n'était pas
il n'était pas revenu On encore. parle de Catherine Deneuve. Oui. Hein. Comment ça, Catherine Deneuve ne m'appelle pas après la fin du tournage? Oui, c'est drôle. Oui. Ah oui, et j'imagine, alors j'ose pas imaginer avec Claude Sautet, avec Gavras, avec Corneau, avec Romy Schneider, tous les grands films de famille, quasiment de l'entourage des intimes. Il faut du temps pour pour enlever cette peau qui était la sienne pendant 3 mois, je pense. Et il avait besoin aussi de cette fidélité avec les gens. Bob Castella pour le piano, se sentir en famille, c'était important pour lui. Je pense qu'il se sentait, dès qu'il se sentait bien avec quelqu'un, alors je pense que dès qu'il se sentait bien, j'imagine que le metteur en scène devait se sentir bien aussi, d'où la fameuse rencontre extraordinaire entre Costa et Montand, avec le premier film Compartiment de tueur, qu'on a revu récemment à la Cinémathèque, en cinémascope. Et on s'aperçoit qu'il est devenu vraiment Montand, grâce à Costa et grâce à ce film. Et là, ça va être le début de toute cette grande carrière qu'il va avoir, qui vont donner les plus grands films qui sont La folie des grandeurs, César et Rosalie, Le Fils à redécouvrir, L'aveu, etc. Bien sûr, Le choix des armes, Police Python 357, tout ce qu'on aime tous, mais La menace. Vivre pour vivre. Mais évidemment. Tellement de grands films. Alors, on pourrait en parler pendant des heures. Il faut pas en dire trop parce qu'il faut quand même donner envie à tous ceux qui nous regardent de lire Yves Montand, La force du destin, avec Luc Lariba qui vous a accompagné, on le disait, durant toute la gestation de cet ouvrage. Carole, une dernière question quand même. Alors, c'est toujours un peu compliqué de dire s'il ne restait qu'un film pour vous, ce serait lequel, mais quels sont les quelques films qui font partie de votre panthéon personnel? Moi, j'aime beaucoup. Je peux pas changer. Hein. J'adore César dans César Rosalie. Parce pour moi, il est vraiment tel qu'il était dans la vie. Voilà, c'était César. C'est pour vous le film qui représente le plus naturellement celui qu'il était. Absolument. Quand il fait la petite fille, tout ça, je sais que Valentin, quand Montand voyait Valentin ou un petit enfant sur la place des Boules, il faisait ça. Il est vraiment dans César, à bien des égards, il est comme il était dans la vie. Bon, nous pourrions continuer pendant des heures, puisque le sujet est passionnant et passionnel, mais le mieux maintenant, vous lisez le livre et puis revoyez cette interview autant que vous le souhaitez. Merci 1000 fois, chère Carole, de votre passage par Pop Cinoche. De très belles fêtes. Et à très bientôt, j'espère. Vous aussi, de belles fêtes. À très bientôt. Souvenez-vous quand même que l'année dernière, à peu près à la même époque, pour faire ses cadeaux de Noël, c'était coton. Fallait faire du click and collect, les magasins étaient fermés, on pouvait pas y aller, on n'avait pas le choix. Alors comme du coup c'est quand même un petit peu mieux cette année, regardez, je me suis lâché. Alors j'ai tout ça à vous proposer. On pourrait commencer, si vous voulez bien, par le cinéma anglo-saxon. Voici un premier ouvrage, c'est épatant. C'est le livre de Guillaume Evin qui s'intitule tout simplement Clint Eastwood, le dernier des géants, chez Hugo Images. Et le principe, évidemment, c'est de reprendre film par film, avec des photos de tournage, les photos d'exploitation que nous aimons, ce sont nos photos du jour. Et puis, que voulez-vous, c'était la moindre des choses que de rendre un hommage à un aussi grand créateur que Clint Eastwood. Voilà une première proposition. Là, il y avait une évidence, parce que le film Cry Macho est sorti il n'y a pas si longtemps. Comme quoi, on peut aussi se souvenir des grandes stars, même si elles ne sont plus sur le devant de l'actualité, parce que décédées depuis longtemps. Et merci à Juliette Michaud, une auteure française, avec une préface de Charlotte Rampling, parce qu'elle a tourné avec lui dans le film Verdict, aux éditions de La Martinière, un magnifique ouvrage sur Paul Newman. Très belle collection. De toute façon, à La Martinière, on n'est jamais déçu. Et là encore, de très belles photos. Oh là là, le charisme de Paul Newman, c'est quand même impressionnant. Et on retrace évidemment l'ensemble de la carrière, les grands moments, des photos très amusantes. C'est un bel album et je pense que tous les nostalgiques du grand cinéma hollywoodien de ces années-là seront ravis de ce livre. Côté cinéma anglo-saxon, qu'est-ce qu'on a encore? Écoutez, c'était bien la moindre des choses quand même qu'un jour on rende hommage à Ridley Scott. Ridley Scott, si vous regardez sa filmo, le nombre de pur chef-d'œuvre, c'est quand même assez étonnant. Alors quand on dit que de temps en temps il fait des films un peu moins bons, oui, mais enfin que les autres fassent déjà d'aussi bons films que Alien, Thelma et Louise, Blade Runner et consorts, et on en reparlera après. Et ce livre, bon ça c'est une traduction d'un livre anglais, c'est chez Grund, on a toutes les photos absolument magiques que l'on aime de tous les grands films de Ridley Scott, jusqu'au tout dernier évidemment, et c'est une très très belle balade dans l'univers quand même d'un de nos plus grands cinéastes. C'est chez Grund Édition, c'est un très beau cadeau pour les fans du cinéma anglo-saxon. Alors, on peut peut-être faire une petite, dans le domaine du cinéma de genre,
sur les films pour enfants, disons le cinéma d'animation. Parce que le cinéma d'animation aujourd'hui, ça concerne autant les enfants que les adultes. Voilà un livre intéressant sur le studio Ghibli. Vous connaissez les films, vous connaissez son auteur principal, son fondateur, Monsieur Miyazaki. C'est chez Grund également. C'est un petit opuscule, mais en 200 et quelques pages, on a tout ce qu'il faut savoir sur les films essentiels, les interviews, les informations. C'est très documenté, donc c'est un joli petit cadeau également. Et puis alors, parmi les choses les plus inattendues et les plus amusantes, j'ai trouvé ce livre qui s'intitule « Les recettes du monde dans les films d'animation ». Bientôt arrivent les fêtes de fin d'année et les vacances. On ne sait pas quoi faire en général de ses enfants. Adrienne, t'en sais quelque chose, moi aussi. Comment les occuper? Eh bien, faites-leur faire des recettes de cuisine qui viennent des dessins animés qu'ils ont vus ou en vidéo ou au cinéma. Et c'est très très bien expliqué. Regardez, les spaghettis boulettes de La Belle et le Clochard, par exemple. On vous resitue la recette dans le contexte du film. Et puis ensuite, c'est un vrai livre de cuisine qui vous dit comment faire les choses. Et pour avoir testé, je vous assure que ce sont des recettes faisables. On ne se retrouve pas avec un truc immangeable à la fin, sauf si on est vraiment, vraiment nul. Mais enfin, dans l'ensemble, c'est plutôt faisable. Je vous conseille ce livre. Vous allez passer de bons moments avec les enfants. On fait ça tous ensemble. Et avouez quand même que c'est plutôt original. Les recettes du monde dans les films d'animation, c'est aux éditions Inis. Puisque nous sommes dans le cinéma de genre, pourquoi pas, à l'approche des fêtes, se faire un trip western italien. Je ne sais pas si vous aimez ça. Moi, j'aime beaucoup le western dit spaghetti. Tiens, on retrouve La Belle et le Clochard, avec les films de Sergio Leone, etc. Eh bien, grâce aux éditions Carlotta, de quoi vous faire regarder une belle soirée. 2 films renumérisés, restaurés en édition Blu-ray, El Ciuncio de Damiano Damiani avec Gian Maria Volonté et le célèbre Django avec Franco Nero, le film de Sergio Corbucci. Là, côté qualité, vous avez vraiment quelque chose de bien. Et pour compléter, pour être vraiment au top du dossier, ce livre, alors il est assez énorme, ça fait presque 600 pages. Alex Cox, je parle bien du cinéaste anglais Alex Cox, qui est un fan de western italien. 10 000 façons de mourir, point de vue d'un cinéaste sur le western italien aux éditions Carlotta. C'est absolument captivant, il revient sur tous les grands moments et tous les grands films de ce fameux western dit spaghetti, une dénomination que Sergio Leone détestait parce qu'il trouvait ça péjoratif. Je crois que ça l'était un peu d'ailleurs. On va dire western italien, allez, pour calmer tout le monde. Voilà. Côté cinéma de genre, alors je voudrais, vous présenter, il n'est pas tout nouveau, il est sorti avant l'été, parce qu'il fallait que ça sorte avant OSS 117, évidemment. C'est Le Dico, sur toute l'histoire d'OSS 117, par notre ami Philippe Durand, qui est un ami de Pop Sinoche. OSS 117, Le Dico, c'est chez Hors Collection. Il faut quand même pas oublier qu'OSS 117 existait avant Jean Dujardin. Et il y a beaucoup de choses à découvrir, à redécouvrir. Une mine d'infos, comme toujours avec Philippe Durand, c'est hyper documenté. C'est très sympa. Ça donne envie également de revoir tous les vieux films. Moi, je me suis régalé à la lecture de ce livre. C'est chez Hors Collection. Côté cinéma de genre, je ne sais pas si vous êtes allé voir West Side Story, le film de Spielberg. C'est une immense réussite, c'est vrai, et il arrive quand même à redonner un coup de neuf dans la comédie musicale américaine. Eh bien, Patrick Brion, qui est probablement l'un des plus grands cinéphiles de notre pays, la fameuse voix culte et mythique du cinéma de minuit de France 3, vient de faire paraître, il y a presque 550 pages, l'encyclopédie de la comédie musicale aux éditions Télémac. Ça commence évidemment par Jazz Singer, le chanteur de jazz, et ça se termine évidemment par le film dont je vous parlais à l'instant, le West Side Story de Steven Spielberg. Donc là, c'est vraiment la somme absolue de tout ce qu'il faut savoir sur l'histoire de la comédie musicale par un de ses plus éminents spécialistes. Alors, parmi les grands succès de cette rentrée, il y avait bien sûr le dernier Bond. Mourir peut attendre. Nous-mêmes, on avait déjà beaucoup attendu. Quoi qu'on pense du film, qu'on l'ait aimé ou pas aimé, c'est pas la question. Il y a un certain nombre de livres qui sont sortis qui, très honnêtement, n'amenaient pas grand-chose. Sauf un que j'ai trouvé le plus original, c'est-à-dire qu'on voit James Bond sous l'angle des voitures, mais toutes, pas que les Aston Martin,
toutes les voitures qui font partie de la saga. Et toutes les histoires automobiles sont racontées, les plans, les modifications, c'est extrêmement approfondi, les photos de tournage. Mais ce livre est absolument captivant quand on aime la saga Bond et évidemment quand on aime les autos. Ah, la Lotus Esprit, vous savez, celle qui se transforme en sous-marin dans L'espion qui m'aimait. Vous avez tous les détails, on apprend des choses tout à fait étonnantes. Voilà, James Bond, l'intégrale des films et des bagnoles. C'est vraiment très original. Et puis, pour les nostalgiques de ce qu'on appelle les grandes gueules du cinéma français, c'est le titre. Voilà, ça c'est Philippe Lombard chez Hugo Doc. Les grandes gueules du cinéma français, quand Gabin, Ventura, Belmondo et Delon régnaient sur le grand écran. Je vous conseille la lecture des grandes gueules du cinéma français. Et à propos des grands vétérans et de ceux qui nous manquent dans notre cinéma national, je pense à Claude Chabrol, c'était probablement l'un des plus grands représentants de la nouvelle vague avec Jean-Luc Godard et Truffaut, et Laurent Bourdon, avec une très jolie préface très amusante de François Berléand, chez Leitmotiv, s'est dit « je vais faire tout Chabrol ». C'est vrai qu'il y en avait eu des livres sur Claude Chabrol, mais alors celui-ci, c'est vraiment toute la filmographie revue, détaillée, analysée, les analyses critiques des articles de presse de l'époque. Si vous aimez Claude Chabrol, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, ce livre, vraiment, ce tout Chabrol est pour vous. C'est chez Leitmotiv, je vous le disais. Alors, on va parler un tout petit peu musique, si vous voulez bien. Alors ça, c'est peut-être une des plus belles choses, c'est un coffret. Vraiment un objet splendide sur François de Roubaix, qui, vous le savez, est devenu, parce que mort très jeune lors d'une séance de plongée sous-marine, il a quand même composé la musique de plus de 100 films et téléfilms en moins de 10 ans, c'est-à-dire en gros entre 1966 et 1976. Eh bien, l'essentiel de sa production en 5 33 tours vinyle. Alors là, je suis obligé de poser pour vous montrer un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Eh bien, la reprise des 33 tours vinyle de l'époque, avec de très très beaux visuels. C'est franchement absolument magnifique. Si vous aimez de Roubaix, il y a des raretés. Il vous le faut. Voilà, c'est François de Roubaix, compositeur et aventurier chez Universal. C'est vraiment splendide, quoi. Très très beau. Et alors, pour finir, la moindre des choses, c'était quand même de vous rappeler, et pour remercier Carole Amiel de sa visite sur le plateau de Pop Sinoche, son ouvrage Yves Montand, La force du destin, et puis également, pourquoi pas avoir de la lecture et flatter aussi ses oreilles avec ce coffret 12 CD dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de retrouver l'essentiel, la quasi-totalité de la discographie de Monsieur Yves Montand. Qu'en dites-vous ? Ça me semble pas mal tout ça, non ? Je vois toutes ces merveilles et je me pose la question, mais où vais-je mettre tout ça ? Ok, je crois que je vais devenir la Cinémathèque française, une annexe en quelque sorte. Voilà, en tout cas c'est fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Comme d'habitude, vous ne vous gênez pas, vous partagez, vous commentez, vous likez. Vous n'oubliez pas les photos du jour tous les matins à partir de 6h30. Nous vous souhaitons évidemment de très belles fêtes de fin d'année. Adriane et moi, nous avons hâte de vous retrouver et surtout de continuer l'aventure Pop Sinoche en 2022. Bonne fête, joyeux Noël, allez voir des films en salle, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!